Alors bonjour Marwan Mohamed, Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le directeur du CCIF, Collectif contre l'islamophobie en France. Vous avez récemment écrit l'ouvrage « Nous sommes aussi la nation, pourquoi il faut lutter contre l'islamophobie ». Première question, dans votre livre, vous constatez qu'il y a eu un glissement du racisme anti-arabe à l'islamophobie des années 80 à aujourd'hui. Vous avez vécu des expériences de racisme dans votre enfance qui étaient liées à votre arabité et non à votre islamité. Comment vous expliquez cela ? Il y a deux choses. D'abord, le fait que pour ceux d'entre nous qui ont grandi dans les années 80, qui étaient noirs, arabes, asiatiques, indo-pakistanais, il y avait des expériences parfois de racisme et de discrimination, mais elles étaient tellement disponibles et elles étaient tellement observables qu'elles faisaient partie du paysage. Elles ne nous stoppaient pas dans nos études ni dans nos parcours, et la seule question c'était comment est-ce qu'on dépasse, comment est-ce qu'on passe à l'étape suivante. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on a vu au fil des années 80-90, mais surtout depuis le début des années 2000, une partie du recodage du racisme à papa, entre guillemets, anti-noir, anti-arabe, en une forme de racisme devenue beaucoup plus acceptable, c'est l'islamophobie. Donc pour certains à l'extrême droite, mais pas uniquement, avant ils auraient dit « sale arabe, vous avez strictement rien à faire ici », et aujourd'hui ils vont recoder leur langage en disant « il suffit de réaffirmer la laïcité avec fermeté », et tout le monde comprend de qui on parle et ce que l'on espère faire, à savoir les mettre à l'index, les mettre au banc de la société. D'accord. Et comme vous le savez, le terme islamophobie fait débat. Vous dites justement dans votre ouvrage, nous ne sommes pas face à des linguistes scrupuleux, soucieux de l'intégrité sémantique de la langue française, mais plutôt face à des opérateurs de disqualification, cherchant par tous les moyens à tuer le mot pour tuer la cause. On s'attaque à la forme pour ne pas parler du fond. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Déjà, le simple fait de choisir ses mots, le simple fait de choisir ses modes d'organisation, le simple fait de choisir son mode d'analyse et de diagnostic d'une situation donnée, c'est un acte de civisme, c'est un acte de liberté, c'est un acte d'autonomie. Et face à ça, il y a des gens dont la première réaction, pour essayer de nier la légitimité de la lutte contre l'islamophobie, leur première réaction, ça a été d'essayer de tuer le concept pour tuer la cause qu'il y a derrière. Et pour faire ça, il fallait se mettre en situation de dire « Non mais nous, on n'a pas de problème avec les musulmans, on n'a pas de problème avec vous autres dans les quartiers populaires ou vous autres maghrébins. D'ailleurs, on adore le couscous et j'ai une copine qui s'appelle Fatima et ainsi de suite. » Simplement, pour un souci d'intégrité sémantique, il faudrait éviter le mot islamophobie. Et puis, ils vont aller chercher dans le grec ancien ou dans l'araméen des raisons possibles de disqualifier le concept. Donc ces indignations-là, elles sont très sélectives. Elles se focalisent sur le mot islamophobie alors qu'il y a plein d'autres mots dans le langage courant, y compris dans le langage, dans la sphère politique et médiatique, qui prêtent à débat, qui parfois prêtent à controverse, et pourtant il n'y a que de ce mot-là qu'ils essaient de se débarrasser. Alors même qu'on le définit à chaque fois de la manière la plus claire, à savoir des discriminations et des violences qui visent des personnes, des individus et des institutions en raison de leur appartenance supposée ou réelle à l'islam. Donc maintenant la discussion, c'est vraiment de passer à autre chose, peu importe les concepts et peu importe les termes qu'on utilise, si certains autres ont des expressions préférées, mais vraiment qu'on s'attache à lutter contre la réalité du phénomène plutôt que de faire perdre leur temps aux gens avec des expressions et des choix sémantiques. D'accord. Dans votre ouvrage, vous affirmez que la victoire de l'islamophobie a été de déshumaniser les musulmans, d'en faire une catégorie générique à qui on pouvait confisquer la parole et nier la liberté. Il y a un islam et des musulmans ? C'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre. Il y a un islam et des musulmans. Donc il y a une religion qui est universelle, la religion musulmane, qui est le même corpus de textes, le même corpus de valeurs, qu'on soit au Japon, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en France ou en Afrique subsaharienne, au Maghreb ou au Moyen-Orient. C'est le même message, c'est un message qui est un message religieux, spirituel. Et après, la manière dont
un musulman ou une musulmane va s'approprier ce message et va en faire quelque chose de plus ou moins significatif, plus ou moins central dans sa vie, plus ou moins normé, plus ou moins spirituel, dans sa façon de vivre et dans sa façon de choisir sa religion, c'est ça qui crée une foi ou une spiritualité incarnée. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de généralité sur 1,3 milliard de musulmans à travers le monde et sur 4,5 millions de musulmans en France. Il y a autant de façons d'être musulman qu'il existe de musulmans et de musulmanes. Et ça, c'est un des mécanismes les plus profonds du racisme, cette façon de généraliser et d'essentialiser les gens. C'est l'un des mécanismes à travers lesquels on va nier aux gens leur dignité, on va leur nier leur spécificité, on va leur nier leur individualité et leur subjectivité. Et ça permet de les discriminer et de les exclure parce que ce ne sont pas les caricatures stéréotypées qui ont une dignité. Ce sont les êtres humains. Ce ne sont pas les grands récits et les clichés qui ont des droits. Ce sont des êtres humains. Donc, déposséder les gens de leur individualité, c'est aussi les déshumaniser. Et c'est pour ça qu'il y a un enjeu majeur en 2017, c'est de rendre la mesure de toute la diversité de ce que sont les musulmanes et les musulmans, partout où ils vivent, y compris en Belgique ou en France, et de leur rendre ce choix spécifique, ce choix personnel qui est le leur, plutôt que de confisquer leurs paroles, comme s'attache à le faire le récit islamophobe de manière générale à travers des stéréotypes. D'accord. Donc quand on parle de vote musulman, on est clairement dans de l'essentialisation ? Oui, on considère que les gens votent en fonction de leur religion. Or, la première caractéristique que l'on peut citer à propos des communautés musulmanes en France, c'est leur diversité. Diversité d'origine, diversité de parcours, diversité d'opinion, diversité de choix politiques. Et donc, au fur et à mesure, en fonction de la distribution sociologique et géographique, professionnelle des familles musulmanes et des personnes de confession musulmane, on va retrouver une distribution politique et électorale qui ressemble au reste de la société française. Donc, il n'y a pas de vote musulman au sens démographique ou politique du terme. Par contre, il y a bien un vote islamophobe qui les vise comme un tout amalgamé, globalisé, et qui vise et qui stigmatise les musulmans. Et c'est pour ça que, y compris dans des élections de premier ordre, on va avoir des candidats qui essaient de faire commerce politique sur le dos des musulmans en se servant de leurs droits et de leur dignité comme d'un paillasson électoral. Ça, c'est une réalité. D'accord. Et je voudrais revenir aussi sur la déshumanisation. Le 27 janvier dernier, dans les colonnes du Figaro, on a un exemple criant. Le journaliste réduit Lila Charef, qui est responsable du service juridique au CCIF, à un voile fleuri. Comment en sommes-nous arrivés là ? C'est l'exemple typique du processus de déshumanisation. On déshumanise les personnes, on déshumanise les musulmans, les musulmanes de manière générale, et puis on déshumanise les membres du CCIF qui sont des gens qui défendent les droits de ces personnes. Donc même Lila Charef, qui est directrice juridique du CCIF, fait l'objet du même traitement que les stéréotypes auxquels on assiste dans les médias. Et là, on a des gens qui se prétendent journalistes, qui travaille pour un média de premier plan, Le Figaro, donc propriété de M. Dassault, marchand d'armes, qui fait commerce avec des dictateurs et des groupes d'intérêt sans nom, et qui va donner des leçons de bonne moralité aux musulmans et aux musulmanes de France. Et Lila Charef, elle est plein de choses. Elle est brillantissime, elle est mère de famille, elle a un goût pour la lecture ou pour tel sujet de société, elle est avocate, elle est co-directrice d'une organisation qui défend des millions de personnes et qui compte des dizaines de milliers d'adhérents et de sympathisants. Et pourtant, dans le texte d'un auteur du Figaro, elle va être ce voile fleuri, puis ce voile. Elle est objectifiée, elle est chosifiée, on lui confisque sa parole. Elle n'a pas de citation dans l'article. Elle est réduite à un morceau de tissu, comme si ce tissu résumait tout d'elle. C'est la définition même, dans sa plus simple expression, d'un processus d'essentialisation et de déshumanisation. Donc on voit que, bien entendu, puisque son code vestimentaire, son apparence vont être considérés comme décisifs dans ce qu'elle a à contribuer. Or, dans l'article, ce dont il s'agissait, c'est de retranscrire un procès auquel Lila Charef avait représenté le CCIF et avait fait jeu égal avec la présidente du tribunal et avec les autres avocats. Donc plutôt que reconnaître sa compétence ou plutôt que de citer ses idées, ses arguments, sa manière d'analyser une situation, on va la réduire à un morceau de tissu, exactement comme on le fait pour des centaines de milliers de femmes musulmanes qui portent aujourd'hui un foulard.
Et si vous deviez par exemple ne retenir qu'une seule phrase qui devrait ressortir de votre bouquin, laquelle serait-elle? Ce qui me paraît le plus important dans le message à diffuser dans le livre, c'est l'appel à la dignité et l'encouragement à tous les lecteurs, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, d'être fiers de ce qu'ils sont, de s'assumer pleinement, de ne pas avoir honte de venir de tel quartier, d'avoir telle religion, d'avoir telle origine, de ne pas se sentir bloqué en renonçant à ses rêves, à ses projets, à ses ambitions, que les gens soient complètement libres, en foulard ou en basket, en claquette, en kippa, en coupe afro, en casquette, peu importe ce qu'ils font de leur vie, qu'ils n'hésitent pas vraiment à aller au bout de ces projets. Et si vraiment à un moment donné il y a un blocage, nous on est là pour vous. Il y a aussi quand même une atmosphère qui est devenue pesante au fil des années en France. Elle est lourde, elle est difficile à porter pour beaucoup d'entre nous, mais c'est aussi une forme de souffrance du pays. Il faut en prendre acte. Et là il y a non-assistance à France en danger si on ne lutte pas contre ces formes de racisme systémique qui deviennent mais vraiment endémiques et qui gangrènent le pays. Et de ce point de vue-là, c'est un peu notre responsabilité à tous, musulmans et non musulmans. Parce que ne pas prendre position par rapport à ces sujets, c'est en soi prendre position pour ces injustices qui sont commises. D'accord ? L'histoire de France, c'est un futur, mais c'est aussi une responsabilité.